Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans le cadre de ces rendez-vous économiques que vous propose votre chaîne de télévision Les Reflets de la Capitale, KIN 24. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Économisme. L'état des lieux du secteur du travail ou du secteur de l'emploi en République démocratique du Congo, parce que nous apprêtons, il y a une amélioration de ces côtés. Depuis 2012, 100 000 emplois est créé. 100 000 emplois sont créés par année depuis 2012. Alors, sur ces plateaux pour en parler, je suis heureux de retrouver Maître Steve Kivuata. Maître Steve Kivuata est avocat de profession. Il est également expert des questions économico-juridiques. Bienvenue, Maître. Merci. Maître Kivuata, depuis 2012, on assiste à une nette amélioration du secteur de l'emploi en République démocratique du Congo. La réduction du taux de chômage serait perspectible, vrai ou faux? Je dirais rapidement faux, parce que je suis congolais et plus précisément quinois. Je pense qu'au-delà du fait que le gouvernement affirme que depuis 2012, 100 000 emplois sont créés chaque année, ce que l'on met entre guillemets, mais on lui accorde le bénéfice de doute. Mais ce qui est plus grave, c'est quand le gouvernement affirme que depuis 2012, en 2012, nous avions un taux de chômage de 51% et que dans l'entretemps, en 2014, nous avions atteint 43% et en 2015, la projection est de 39%. Donc on pourrait dire que depuis 2012, jusqu'en 2015, le taux de chômage a été réduit de 12%. Et cette affirmation est très grave parce que nous considérons aujourd'hui le taux de croissance démographique est considéré par plusieurs statisticiens pour le cas de la République démocratique du Congo comme étant de 3%. Et cet accroissement de la population de chaque année est plus ou moins évalué à 2 millions. La croissance démographique. Oui, disons 4 millions. Et le taux de la population active, donc de nouveaux demandeurs d'emploi, chaque année est évalué à 2 millions. Donc ce qui fait que si les gouvernements affirment que chaque année, lui, crée 100 000 emplois, pendant que dans les marchés de l'emploi, on déverse chaque année 2 millions de nouveaux demandeurs d'emploi, ce qui fait, la mathématique simple, ça ferait quoi? 2 millions moins 100 000, ça nous fait 1 900 000. Donc dans 3 ans, si on prend 1 900 fois 3, ça nous fait 5 700 000. Donc quand le gouvernement créait 100 000 emplois, donc dans 3 ans, 300 000 emplois, il y a 5 700 000 qui n'ont pas trouvé l'emploi. Ce qui fait tout simplement dire à ceux qui connaissent la mathématique qu'en principe, le taux de chômage ne pouvait pas être réduit de 51 à 43%. Ça devait plutôt augmenter. Non, mais mieux vaut ces petits pas plutôt que rien, Maître Steve. Mais effectivement, mais le petit pas... Quand le gouvernement dit ça, c'est comparativement aux années antérieures. Oui, le petit pas, c'est créer 100 000 emplois. C'est même pas un petit pas, c'est une performance. Parce qu'il y a dans le Mali, par exemple, on nous a appris que le président du Mali a promis qu'il allait créer 300 000 emplois dans 5 ans. Donc c'est réellement une performance si réellement le gouvernement créer 300 000 emplois. Nous, on ne conteste pas trop les 300 000 emplois créés dans 3 ans. On ne conteste pas, même si on met entre guillemets, parce qu'on aurait bien voulu que le gouvernement nous dise dans quel secteur ces emplois étaient créés. Mais qu'est-ce qui vous dérange? Ce que l'on conteste le plus, c'est le fait que le gouvernement affirme d'avoir créé 300 000 emplois dans 3 ans, pendant que dans l'entretemps, il y a eu 6 millions de nouveaux demandeurs d'emploi dans ces 3 ans-là. Ce qui fait que 6 millions moins 300 000 emplois créés, nous devons avoir 5 700 000 nouveaux demandeurs d'emploi qui n'ont pas trouvé de l'emploi parce que le gouvernement n'a créé que 300 000. Alors quand le gouvernement affirme qu'en 2012, il y avait 51% de chômeurs et qu'en 2014, il y en a maintenant 43%, une différence de 8%. C'est ce qui est absurde. C'est ce qui est absurde. Et même en 2015, on fait une projection de 39%. En fait, ça nous a permis d'entrer dans les détails pour analyser en profondeur
et ça c'est l'honorable Mouzito à travers sa 5e tribune, le chômage hier, aujourd'hui et demain, qui a pu analyser les différents rapports de la Banque centrale, on a compris que à partir de 2012, on a commencé à changer, les méthodes d'évaluation de l'emploi créé en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, avant 2012, qu'est-ce que l'on faisait pour établir le taux de chômage? On analysait quels sont les emplois créés dans les secteurs publics. Les secteurs publics, c'est l'administration publique et les entreprises publiques. Et quand le gouvernement parle de la création d'emplois, c'est secteur privé ou secteur public? C'est le tout. Je veux bien expliquer. Okay. Donc, avant 2012, quand on évalue les emplois créés, on voit d'abord le secteur public, l'administration publique et les entreprises publiques, combien les emplois ont été créés. Et on voit le secteur privé formel, c'est-à-dire les sociétés qui sont reconnues par l'État. Et on regarde. Et après 2012, qu'est-ce qu'on a pu faire? On a ajouté une nouvelle rubrique qu'on appelle les indépendants. C'est-à-dire la Banque centrale a réduit les effectifs de travailleurs dans les secteurs privés, et vraiment dans les secteurs privés formels. Il les a mis dans une nouvelle rubrique qu'on appelle les indépendants. Une rubrique mixte? Une rubrique, disons, nouvelle. Les indépendants sont des gens qui s'auto-emploient. C'est-à-dire des gens qui ne trouvant pas du travail dans le secteur public, et moins encore dans le secteur privé, ils se créent eux-mêmes leur propre emploi. Mais ils sont dans les secteurs privés. Ils sont dans les secteurs privés qu'on appelle informels, cette fois-là. Mais déjà, il y a un problème avec le rapport de la Banque centrale de 2012 et de 2013. En 2012, il n'y avait pas la rubrique des indépendants. Ce qui faisait qu'en 2012, le travailleur qui était répertorié dans les secteurs privés, c'était plus ou moins 19 millions. Or, en 2013, cet effectif est réduit de 19 millions à 19 000. Et le reste, on les a reversés dans les indépendants. Et les 5 700 000, où on se pose la question, où sont-ils partis? Parce que le gouvernement considère que le taux de chômage a été réduit, pendant que nous, on sait qu'il y a un 5 700 000 qui reste quelque part. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement a considéré que, comme ces gens-là n'ont pas trouvé de l'emploi dans les secteurs publics, et moins encore dans les secteurs privés, le gouvernement suppose que ces gens-là se sont créés eux-mêmes des emplois. Les 5 millions et quelques. Les 5 700 000, d'où il considère qu'il a réduit le taux de chômage. Donc, avec cette méthode-là, où le gouvernement considère que si la nouvelle population active, les nouveaux demandeurs d'emploi, s'ils ne trouvent pas de l'emploi dans les secteurs publics ni privés, ni dans le privé, ils vont se déverser, ils vont se créer leur propre emploi dans cette nouvelle méthode. Quand on fait la projection jusqu'en 2024, et même en 2025, en 2024, nous allons considérer qu'avec cette méthode, le taux de chômage, ça sera réduit à 0. Et en 2025, le taux de chômage sera négatif. De telle manière que le Congolais, le gouvernement congolais, sera obligé de commencer à importer la main-d'œuvre. Et c'est ça qui est grave, et c'est ça qui est plus ou moins criminel dans les statistiques. C'est de la pure fiction. C'est de la pure fiction, mais au fait, qu'est-ce qu'on a compris? Depuis un certain temps, il se pose de grandes questions sur l'inadéquation de la croissance économique et de la stabilité macroéconomique par rapport au vécu quotidien. Les performances macroéconomiques et leur impact sur les sociales. Sur les sociales. Alors le gouvernement a voulu trouver par une magie de maquillage de chiffres pour nous démontrer réellement que ce taux de croissance a un impact sur l'emploi. D'où on a créé une rubrique fourre-tout des indépendants, où on répertorie. Aujourd'hui, il y a 80% de notre population qui fait les champs à l'intérieur du pays. Alors ces gens-là qui font le champ, on les répertorie comme étant des indépendants. Donc quand on fait son petit champ, son petit potager, on est considéré comme étant un travailleur. Quand on a fait son petit ligablo, la cabine, malgré qu'on le chasse, mais on les considère comme étant des travailleurs. Voilà ce qui est criminel dans la nouvelle méthode des travailleurs indépendants. Voilà ce qui est criminel dans la nouvelle méthode. Donc le gouvernement veut voiler l'inadéquation de performance économique, entre guillemets, avec le vécu quotidien de la population et plus précisément le secteur de l'emploi. Pourtant, nous, depuis très longtemps, nous démontrons toujours que notre économie fonctionne très mal parce que c'est une économie qui n'est pas intégrée, ce n'est pas une économie nationale. Les routes d'intérêt général,
qui peuvent permettre à ce que l'on puisse réunir les provinces entre elles n'existent pas. Le taux de modernisation est de 5%. Donc dans cette situation-là, le paysan qui fait les champs à l'intérieur du pays ne sait comment écouler ses marchandises. Et dans l'entretemps, on lui a créé un grand concurrent qui est les parcs de Bukangalo. Oui. Donc déjà dans le secteur primaire, nous voyons qu'on ne peut pas avoir un emploi sérieux. Même si on pouvait considérer le champ comme étant du travail, mais c'est un travail très précaire et c'est vraiment un chômage caché. Déguisé. Déguisé, ce serait trop dire, parce que le travailleur, ceux qu'on considère comme étant des travailleurs, c'est eux qui sont des chômeurs déguisés, parce qu'ils sont mal payés. Alors ceux-là, des indépendants, on ne peut même pas considérer que c'est du chômage déguisé, c'est du chômage caché, tout simplement. Donc ça, c'est les secteurs primaires. Et les secteurs, si on part toujours dans le minier aujourd'hui, ça emploie plus de machines que des hommes. On ne peut pas considérer que... Ils ont bien industrialisé. Voilà, on ne peut pas considérer que le secteur minier qui booste notre économie, qui booste notre croissance, emploie plus de gens. Ça serait une fausseté. Et quand on entre dans les secteurs industriels, nous savons que nous n'avons pas un tissu industriel. Pourquoi? Parce qu'on n'investit pas assez dans l'énergie électrique. Aujourd'hui, le taux de desserte en énergie électrique est de 9%. Et quand on entre dans l'eau, le taux de desserte est de 20%. Donc le secteur industriel ne sait pas fonctionner sans électricité, sans eau et sans route. Donc où est-ce qu'on pourra trouver de l'emploi, créer de l'emploi dans les secteurs industriels, parce qu'ils n'existent pas. Et troisième secteur, c'est les secteurs tertiaires. Oui. Les banques sont inexistantes. Parce qu'à l'intérieur du pays, 80% de la population vit à l'intérieur du pays. On vous a dit dans une ancienne émission que l'intérieur du pays est sous-monétarisé. La monétarisation, c'est la circulation de la monnaie. Mais les gens qui font le champ à l'intérieur du pays, 80% de la population, ne savent où vendre. C'est encore une sorte de troc à l'intérieur. Oui, ils font le troc. Quand un paysan à l'intérieur du pays veut payer les Minerval, il le paye avec Il ramène la chèvre. Voilà, la chèvre, un copeau de Massangu, etc., etc. Donc, dans cette situation-là, la banque, dont le rôle est de jouer l'intermédiaire financier, c'est-à-dire il prend l'argent que les gens ont tendance à thésauriser, il l'épargne au sein de la banque, et la banque prête de l'argent aux autres et il gagne ses intérêts. Mais dans une situation, dans une économie où l'argent ne circule pas, la banque n'a pas intérêt à s'y installer. D'où d'ailleurs la question de la bancarisation de la paye des enseignants à l'intérieur du pays. Qui a fait l'objet d'un débat houleux d'une au niveau de interprétation. l'hémicycle. Oui. Comment allez-vous bancariser la paye des enseignants dans des endroits où les banques n'existent pas? Une banque, c'est pas un enfant de cœur. Ça ne va pas s'installer pour le bien de la population du coin. La banque fait des calculs. Est-ce qu'il y a de l'électricité? Parce que les transactions financières supposent qu'il y ait des électricités, parce qu'il faut l'Internet. Est-ce qu'il y a l'argent qui circule? Parce que la banque ne fait que capter le surplus d'argent que les gens ne savent pas dépenser et qu'ils thésaurisent. Et la banque n'a comme rôle que de constituer l'épargne en prenant cet argent pour donner à ceux qui voudront bien l'utiliser. Donc déjà, le secteur tertiaire, sur le plan bancaire, ne crée pas suffisamment d'emplois. Et quand on part encore dans les secteurs toujours tertiaires, le secteur du commerce, 90% de biens qui sont vendus dans le commerce congolais sont importés de l'extérieur. Donc nous avons une économie extravertie et une économie équimoire. Donc on ne voit pas dans quel secteur où on pourrait même, dans la limite, créer les 100 000 emplois. Mais pire encore, on ne voit pas dans quel secteur où les indépendants pourront œuvrer. Et on peut considérer en ce moment-là que les indépendants œuvrent comme étant des travailleurs. Mais vous venez là de brosser un tableau sombre du secteur de l'emploi en République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas une fatalité. Crevons l'abcès. Alors, comment crée-t-on de l'emploi dans un État? Quelle est la meilleure façon de procéder? La meilleure façon de procéder est que l'État d'abord doit savoir que lui n'a pas un rôle à jouer dans les secteurs marchands. L'honorable Muzi Toda dit dans la 4e tribune, la République démocratique du Congo, État sous-endetté, esprit de pauvreté ou d'émergence. Et il a tracé 3 chemins. Je commencerai par le 3e. Aujourd'hui, le secteur public, à travers les entreprises publiques,
la plupart de ces entreprises sont en cessation de paiement. Disons-le clairement, en faillite, parce qu'elles ne produisent rien. Elles ont un effectif pléthorique parce que ces entreprises ne sont pas en activité réelle. Pourtant, ces entreprises sont des entreprises structurantes. Aujourd'hui, si on avait plusieurs sociétés dans le secteur de l'électricité, elles sauraient utiliser beaucoup la main-d'œuvre. On a 9%. Libéraliser, et dans le cadre de la SNEL, je pense que la libéralisation a déjà été faite, parce que les secteurs aujourd'hui, les privés peuvent y investir, mais beaucoup d'outils de production sont dans la main de la SNEL. L'État doit se désengager de la SNEL. Parce qu'aujourd'hui, le taux de desserte en électricité est de 9%. Pourtant, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, avec son potentiel énergétique, qui est de 100 000 MW, peut même donner de l'électricité à plusieurs pays africains. Donc, c'est un secteur qui peut donner de l'emploi. Mais comme l'État n'a pas de capitaux frais pour investir dans la SNEL, eh bien, ça serait mieux. Parce que d'ailleurs, dans l'entretemps, l'État lui-même est le plus grand débiteur de la SNEL. Donc, ça serait mieux que l'État puisse se désengager pour que des investisseurs qui ont de capitaux frais, qui ont de la technologie, puissent investir dans les secteurs. Et en y investissant, c'est de l'emploi. Il y aura une demande en main-d'œuvre. C'est une évidence. Or, dans l'entretemps, nous avons comme l'impression que le gouvernement actuel semble rentrer dans une vision interventionniste. C'est-à-dire le gouvernement veut lui-même être l'acteur économique. On l'a vu avec le Natra, avec le bateau ITB Kokolo. Pourtant, le Natra a besoin de plus que d'un seul bateau, a besoin de plus de 10 bateaux pour booster son économie. Ce n'est pas avec un seul bateau que l'on peut relever la situation économique. Même les voyages de 1000 km commencent par un tout petit pas. Mais qui vous dit que ces premiers bateaux est les premiers et les derniers? L'exemple est simple. Dans la mythologie grecque, on a parlé du tonneau de Danaïde. C'est-à-dire le sœur Danaïde, on les a sanctionnés, elle devait remplir un tonneau, mais à chaque fois qu'elle tentait de remplir le tonneau devenait vide parce qu'il y avait des trous. Il y avait des trous. Donc le Natra aujourd'hui a un lourd passif. Pendant que, quand vous réfectionnez l'ITB Kokolo, est-ce que son rentabilité va résoudre le passif de l'Onatra? Pourtant, à un certain moment, ces bateaux devraient être amortis. Et avec quel argent allons-nous encore réhabiliter ITB Kokolo? C'est un problème systémique au niveau de l'Onatra. Ce n'est pas avec un petit rien qu'on peut résoudre le Onatra. C'était la même raison. On a injecté plus ou moins 10 millions de dollars dans Sofide. Mais aujourd'hui, où est Sofide? On a pensé qu'avec 10 millions, on pouvait relever Sofide. Pourtant, les 10 millions se sont engloutis dans le lourd passif de Sofide. Donc aujourd'hui, la vision l'a absorbé. Et c'est une évidence. Et c'est le cas pour la plupart de nos entreprises publiques. Mieux vaut avoir 30% dans une entreprise publique qui vous produit 4 milliards de dividendes que d'avoir 100% dans les capitales d'une entreprise publique qui nécessite que parfois vous, gouvernement, qui n'avez pas de moyens, d'aller encore intervenir dans cette entreprise. Alors, ce n'est pas comprendre. Donc, les désengagements de l'État dans les entreprises publiques. C'est une de voie pour créer des emplois. Une voie indiquée pour créer des emplois, cas de la SNEL. Effectivement. Donc, non seulement que ces entreprises peuvent créer des emplois directs, elles vont aussi impacter sur l'économie je vous ai parlé de l'électricité. Comment voulons-nous avoir des industries sans électricité? Pourtant, si aujourd'hui la SNEL commence à amener même un taux de desserte arrivé à 60%, elle va occasionner la naissance d'un secteur industriel qui lui-même va créer d'autres emplois. Parce que ce sont des sociétés qu'on appelle structurantes. Aujourd'hui, si l'Onatra a plusieurs bateaux, grâce effectivement à des engagements, ça va créer plusieurs flux économiques. Aujourd'hui, si la RVA commence à mieux entretenir les aéroports et en construire, parce qu'elle aura de capitaux en elle-même, ça aura un impact sur l'économie. La SNCC pour le chemin de fer, la SCPT, de postes, téléphone et télécommunications, l'OVD, et c'est très. Donc, c'est-à-dire, c'est ça la vision. Ça va créer des emplois directs et des emplois indirects. Mais de l'autre côté, l'État lui-même doit mobiliser plus de ressources. On l'a dit l'autre fois, le FMI et la Banque mondiale sont des partenaires qui peuvent nous permettre de mobiliser plusieurs fonds. Et le fonds de l'État, c'est pour investir dans des routes. Aujourd'hui, les routes d'intérêt général sont à 5% de modernisation.
sans route d'intérêt provincial, d'interconnexion entre les provinces, sans route d'interconnexion à l'intérieur de provinces entre les entités territoriales décentralisées, nos provinces ne vont rien produire comme biens et services. Pourtant, même dans la vision de l'installation d'une nouvelle province avec les 26, chaque province devait être considérée comme un État. Chaque province de la RDC vaut 2 fois le Rwanda. Vous comprenez un peu comment est-ce que c'est grave. Si nos provinces ne sont pas interconnectées entre elles, c'est un peu comme si on avait des États non interconnectés. Alors, première formule, désengagement de l'État. Désengagement de l'État. Ouais. Deuxième formule, mobiliser les ressources à travers le FMI et la Banque mondiale pour investir dans les routes, pour investir dans le secteur énergétique, à travers différents barrages. Aujourd'hui, Kakobo, là, ça devient un ancien projet qui peut aller dans les tiroirs, et même le barrage de Katende. Pourtant, l'État peut s'y investir. On vous a dit, c'est quoi l'importance de l'électricité dans une économie. Aujourd'hui, l'État peut investir dans le chemin de fer. Mais pour cela, il faut des ressources. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement... Alors, il faut aller s'endetter. Il faut aller s'endetter. Et s'endetter, c'est pas mal, parce que nous devons savoir que les États-Unis, qui est les pays les plus riches du monde, c'est aussi les pays les plus endettés. Son PIB est évalué à 16 000 milliards, tandis que sa dette est de 17 000 milliards. Et les États-Unis n'ont pas froid aux yeux pour aller s'endetter. 4 000 milliards de la dette des États-Unis, il a contracté auprès de la Chine. Donc ça démontre que l'endettement n'est pas une mauvaise chose. Tout simplement, il faut savoir comment utiliser les ressources qui proviennent de l'endettement. Ce n'est pas dans les éléphants blancs, ce n'est pas dans les bling-bling. Ce n'est pas dans les investissements bling-bling, dans les beaux bâtiments. Tout cela, non. Il faut investir dans des secteurs porteurs de croissance. On vous a dit les routes. Aujourd'hui, si on met des routes... Des secteurs vecteurs d'emploi. Les secteurs vecteurs d'emploi. Quand on met des routes, qu'est-ce qui va se faire? Les 80% de la population qui vivent de champs vont commencer à écouler leurs marchandises. Et quand ils écoulent leurs marchandises, l'État va commencer à y soutirer un peu d'impôts et des taxes. Mais en quoi cela a créé des emplois? Mais non, il faut faire attention. La commercialisation de biens, le commerce et les secteurs tertiaires, quand effectivement il y a plus d'écoulement de marchandises, ça suppose qu'il y aura plus de gens qui vont commencer à vendre. Et le secteur, d'ailleurs l'emploi en question, les indépendants, c'est déjà considéré par les gouvernements comme étant du vrai travail. Alors que c'est vraiment de la survie. Quelqu'un qui fait sa petite cabine, quand vous considérez que c'est du travail, c'est moquer de gens. Donc, c'est ainsi que ces statistiques du gouvernement nous ont fait dire que ça a une conséquence fâcheuse. Que ce soit pour le gouvernement lui-même, que ce soit pour la population. Pour le gouvernement, quand il est en train de se mentir en lui-même en disant qu'il est en train de réaliser des performances en matière de création d'emplois, pendant qu'il n'en est pas les cas, qu'est-ce qu'il va se faire? Le gouvernement, au lieu de mettre plus d'énergie pour mieux travailler pour la population, va se dire que tout va bien. Parce qu'on vous a dit, dans la projection telle que nous sommes en train de le faire, telle que le gouvernement le fait avec sa méthode, en 2012, on est à 51%, en 2014, on est à 43%, et en 2015, ils sont en train de projeter à 39%. En 2024, le taux de chômage sera égal à 0. Ces statistiques ne sont-elles pas destinées pour une consommation extérieure? Mais c'est évident. Non seulement une consommation extérieure, mais une consommation intérieure. C'est à tout prix pour montrer à la population... Non, mais intérieur, ça ne passe pas parce que... Mais ça ne passe pas. Du moins, les chiffres sont brandis parce que... Consommation intérieure, pourquoi? Parce qu'il fallait à tout prix démontrer qu'il y a adéquation entre les performances économiques en matière de croissance et la création d'emplois. Pourtant, nous démontrions que la croissance économique n'impacte pas assez sur les vécus quotidiens de la population, sur le social, tout simplement parce que cette croissance dépend plus du secteur minier. Un secteur minier qui emploie plus de machines, tributaire de l'énergie. Voilà, de machines, qui n'emploie pas beaucoup de Congolais, et en plus un secteur qui bénéficie de beaucoup d'exonérations. Et surtout, beaucoup plus, un secteur qui est tenu par des étrangers. C'est un peu aujourd'hui comme vous avez des locataires dans votre maison, vous êtes les bailleurs, il y a 4 locataires plutôt. Et les locataires ont un salaire de $1000 chacun.
Et vous, le bailleur, vous avez un salaire de 200 $. Ce qu'ils vous doivent, c'est simplement le loyer. Mais quand on calcule le montant, les salaires de gens qui vivent dans votre maison, dans votre parcelle, on peut considérer, par exemple, c'est 5 000 $. Disons 4 200, parce qu'il y a 4 locataires qui ont 1 000 $ et vous avez des 100 $. Mais quand ces locataires-là vont commencer à utiliser leur argent, ce n'est pas vous, le bailleur, qui allez utiliser. Parce qu'eux, ils ne vont vous payer que le loyer. Et c'est ce qui se passe dans le cadre de l'économie congolaise. C'est-à-dire, la plupart d'entreprises dans les secteurs miniers ne sont pas des entreprises de Congolais. Donc, lorsque ces gens-là payent l'impôt, le reste, les associés, les actionnaires, utilisent leur argent à l'extérieur. D'où il y a impact sur la croissance économique, mais il y a peu d'impact sur le budget et peu d'impact sur l'économie parce que cet argent produit par les sociétés minières, pas d'impact sur le social, parce que cet argent qui est produit par les sociétés minières est utilisé à l'extérieur par les actionnaires, mais aussi utilisé à l'extérieur pour acheter de nouvelles machines qui sont amorties, parce qu'on n'utilise pas les Congolais. Mais maintenant, comment canaliser ces investisseurs afin que les sociales des Congolais soient impactés? Mais pour canaliser, il faut créer une croissance inclusive. Une croissance où on va plus élargir le marché intérieur. Nous avons de maïs et de manioc qui pourrissent à l'intérieur du pays. D'où la priorité sur le route. D'où la priorité sur le route d'abord de manière générale. Dans les routes d'interconnexion entre provinces et à l'intérieur de provinces de routes des dessertes agricoles. D'où la nécessité de la décentralisation politique au niveau de provinces, parce que les provinces ont un grand rôle à jouer en cette matière. Or, quand on parle de route, c'est plus ou moins 58 000 km de route à construire. 1 kilomètre, ça nous coûte 1 million de $. Donc, on part dans plusieurs moyens à mobiliser que le gouvernement n'a pas dans l'entretemps. D'où la nécessité de mobiliser des ressources à travers le FMI et la Banque mondiale, être nécessairement en programme avec eux. Le partenaire chinois auprès de qui nous devons mobiliser 3 milliards de $, jusqu'alors on n'a mobilisé que 900 millions. Et le désengagement. Là, c'était la deuxième formule et la troisième. Donc, ça va dans les deux grandes formules, mais il faut plus entrer en profondeur. La formule, c'est désengagement de l'État, parce que les entreprises publiques peuvent créer d'abord des emplois directs pour elles-mêmes, mais aussi impacter sur l'économie, parce que ce sont des entreprises structurantes, mais l'État lui-même a un grand rôle à jouer. Nous, on veut que l'État crée moins d'emplois possibles. On pourrait parler de l'administration publique où on doit retraiter les gens. Mais ça ne va pas créer autant d'emplois que possible. Donc là, on met ça entre guillemets. Mais l'État doit créer des conditions. En réalité, l'État, ce n'est pas à lui de créer des emplois. L'État doit mettre en place des conditions qui permettent aux investisseurs de venir mettre leur argent dans l'économie congolaise et quand ils mettent leur argent, ça va créer des emplois. Alors, Maître Steve Kivuata, il n'appartient pas à l'État de créer l'emploi. Alors, à quoi sert le ministère de l'Emploi et de Prévoyance sociale? Le ministère de l'Emploi et de Prévoyance sociale, ça ne sert pas à créer des emplois. Ça sert plutôt à protéger des emplois. Il joue un rôle protecteur. Et à œuvrer sur la sécurité sociale des travailleurs. Par exemple, c'est ce qui nous a d'ailleurs fait dire que les travailleurs congolais sont des chômeurs déguisés. Et là, le ministère de l'Emploi a un grand travail à faire à travers l'INSS, l'Institut national de sécurité sociale. Parce qu'on démontre déjà que les travailleurs congolais, que ce soit dans l'administration publique, que ce soit dans le privé, bon, le ministère de l'Emploi, c'est plus pour le secteur privé. Le secteur public, c'est le ministère de la fonction publique qui doit travailler en termes de couverture sociale. D'ailleurs, là aussi, vous savez qu'on a un problème pour la pension de retraite. Je pense qu'on est en train d'y travailler. Mais le secteur privé, c'est à travers la sécurité sociale, l'Institut national de sécurité sociale, qu'on doit sécuriser les gens. Une personne aura travaillé pendant 30 ans pour atteindre, quand il a commencé à 35 ans, il atteint 65 ans, il doit être retraité dans le privé. Et il doit, dans l'entretemps, avoir cotisé dans la caisse sociale, qu'on appelle la caisse de sécurité sociale pour préparer sa retraite. Mais malheureusement, en République démocratique du Congo, le taux d'affiliation à l'INSS est de 1,8%. Comment? L'INSS n'inspire pas confiance?
Non, je ne sais pas. Il faut peut-être poser la question au DG de l'UNSS, mais moi je pense qu'il faut faire un certain nombre de réformes structurelles au sein de l'UNSS, et ça c'est la responsabilité du ministre du Travail, de l'Emploi et des Préventions sociales. Nous pensons qu'ils vont s'y mettre dans ce sens-là. Donc, ça c'est les rapports de l'UNSS qui disent que les travailleurs dans le secteur privé ne sont affiliés qu'à la hauteur de 1,8%. Donc, ce qui pose déjà les problèmes de la qualité du travail congolais. Mais aussi, c'est vrai, dans la limite, il y a un certain programme, qu'on dit programme pour l'emploi des jeunes, Proyen. Dans la limite, on peut dire qu'à travers Proyen, le ministère de l'Emploi peut jouer un rôle pour la création d'emplois, mais même là, on met entre guillemets, c'est l'économie qui crée les emplois. Peut-être qu'à travers le ministère du Travail, on peut voir comment encadrer l'entrepreneuriat des jeunes. La création de l'emploi serait alors un secteur multidimensionnel, multisectoriel et interministériel. C'est plus le rôle du gouvernement à travers le Premier ministre qui doit créer les conditions pour qu'on crée des emplois. Peut-être qu'à travers le ministère du Travail, il faut protéger ces emplois à travers l'inspection générale du travail. C'est ça le rôle. Mais comment allez-vous apprécier ces rôles protecteurs du ministère du Travail et de l'Emploi congolais? Parce qu'il y a à boire et à manger. Ben oui, il faut que le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale puisse fournir un peu plus de force. Ouais. Parce qu'il faut le savoir, c'est vrai qu'ils sont à un certain moment... Sa visibilité pose encore problème. C'est vrai, ils sont à un certain moment affaiblis parce que quand on parle du SMIC, généralement, le privé dit que vous-même, le public, vous ne tenez pas compte du SMIC, a fortiori. Pourquoi vous voulez effectivement que nous, le privé, on en tienne? Mais qu'à cela ne tienne, la loi, c'est la loi, on doit l'appliquer. L'inspection générale du travail doit jouer son rôle. Je pense que l'inspection doit être renforcée et ces rôles-là n'est pas elle a été très bien joué. Mais à un moment, mais Dieu merci. Elle est de retour. Oui, elle est toujours en train de travailler, elle doit continuer à fonctionner. Et l'INSS aussi, elle doit faire de réformes structurelles. Parce qu'aujourd'hui, comme on vous l'a dit, les travailleurs ne sont affiliés qu'à la hauteur de 1,8%. Donc ça pose un problème de qualité du travail. Et quand on part auprès de l'ONEM, l'Office national de l'emploi, cette structure aussi doit être redynamisée. Parce qu'en réalité, les statistiques sur l'emploi et même sur le chômage, ça devait être produite par l'Office national de l'emploi. Et malheureusement, cette structure est en train de traîner les pas. Donc voilà un peu globalement le rôle du ministère de l'Emploi. C'est vrai, il y a aussi l'INPP qui dépend du ministère de l'Emploi pour essayer d'améliorer l'employabilité. C'est toute une vis primature, le ministère de l'Emploi. Oui, effectivement. C'est comme pour dire comment les régimes en place accordent beaucoup d'importance à ces secteurs. Mais ce n'est pas simplement avec la création d'une vis primature que l'on peut dénoter de l'importance que le gouvernement accorde sur l'emploi. C'est dans le fait. Les Congolais ont besoin du travail. Mais nous, ce qu'on fustige le plus, c'est le fait de dire aux Congolais qu'on crée des emplois pour vous pendant qu'eux, ils ne les perçoivent pas. Et c'est ça qui est plus ou moins criminel. Et c'est ça qui peut démontrer. Parce qu'en réalité, à un certain moment, le gouvernement, ce n'est pas à lui qu'incombe le taux exorbitant de chômage en République démocratique du Congo. Non, mais ça, on ne le lui reproche pas. Mais ce qu'on lui reproche, c'est de cacher la vérité. C'est de vouloir se rendre célèbre par rapport aux performances économiques jusqu'à aller démontrer ce qu'on ne peut pas démontrer. Parce que les statistiques, je ne sais pas si vous percevez comment c'est grave, les statistiques nous démontrent que jusqu'en 2024, le taux de chômage sera à 0. Pendant qu'on sait qu'en République démocratique du Congo, beaucoup de jeunes, qui représentent les 50% de la population, active, même l'augmentation de 2 millions par an, le 50%, ce sont des jeunes dont l'âge varie entre 15 et 20 ans. Ces jeunes-là qui vont massivement au Congo-Brazza, parce qu'ils ne trouvent pas de l'emploi ici, ils vont se faire maçons là-bas, malgré qu'on le chasse, ils y vont toujours. En Angola, on les massacre, ils y vont toujours. À vous suivre de près, vous ne contestez pas le 100 000 emplois créés par année, mais c'est plutôt une goutte d'eau dans l'océan. C'est ce que vous voulez dire. C'est une goutte d'eau dans l'océan, et ça ne devait pas faire que
le taux de chômage qui était de 51% en 2012 puisse être réduit en 2014. Ça ne pouvait pas se faire mathématiquement. Mais au moins, on a compris que le gouvernement a commencé à considérer les petits jeunes qui fait sa petite boutique. Donc le gouvernement se bat bec et ongle à ces sujets. Le gouvernement, oui, mais en faisant un maquillage de chiffres. C'est-à-dire en démontrant ce qui est très criminel. Parce que moi, je pense qu'il y a des jeunes qui s'énervent, qui grincent les dents à chaque fois qu'ils entendent le gouvernement. Donc, en gros, le gouvernement nous dit que sur 10 Congolais, 6 Congolais travaillent et 4 Congolais ne travaillent pas. Pourtant, vous pouvez avoir une commune entière où vous pouvez peut-être sur 43%, c'est grave. Et en 2015, il faut le dire, déjà on est à 39%. C'est ça la projection du gouvernement pour 2013, et c'est les rapports de la Banque centrale de 2014 qui les dit, qui nous établit cette projection pour 2015. Vous voyez ici au Congo, avec le jeune que nous avons, qui deviennent de Koulouna, voilà une des conséquences de ces statistiques assez trompeuses du gouvernement. Le Koulouna aujourd'hui est une des conséquences du manque de travail. Donc, de l'oisiveté. Alors, quand le gouvernement, lui, nous démontre que toute demande d'emploi trouve du travail chaque année, ça serait un jour nous amener à transformer les Koulouna qui vont se professionnaliser, à les amener de l'état de Koulouna avec de machettes, demain avec de petites bombes ou des grenades. Parce qu'ils vont devenir des djihadistes. Parce que chacun cherche à exceller dans son domaine. Et leur domaine, c'est le domaine de vol et le domaine de l'extorsion. Et ils vont se professionnaliser jusqu'à trouver de nouvelles méthodes avec des armes, etc. Donc le gouvernement, au lieu de se voiler la face, devait dire clairement à la population congolaise que, supposons qu'il créait 300 000 emplois, il va leur dire, j'ai retrouvé le taux de chômage à tel niveau. Voilà ce que j'ai. Mais chaque année, on crée, vous nous donnez encore autant de chômeurs, et que je crée suffisamment d'emplois. Nous essayons d'absorber autant. Nous essayons d'absorber, mais ce n'est pas suffisant pour réduire le taux de chômage. Là, c'est honnête. Ça serait ça l'honnêteté. Nous voulons l'honnêteté dans la politique, parce que ça ne sert à rien de mentir aux gens qui vont souffrir, qui sont en train de souffrir de vos propositions, de vos discours. Et c'est ça qui est criminel. Pourtant, le peuple, vous l'avez dit que c'est peut-être de consommation extérieure, mais pourtant, c'est le peuple qui en souffre, et c'est le peuple qui est le véritable détenteur du pouvoir. Alors, Steve Kivuata, c'est quasiment la fin de l'émission. En résumé, comment inverser la courbe? Comment inverser la courbe? On doit tout simplement entrer dans un schéma de création d'emplois et se battre pour qu'on en crée un peu plus. Parce que même moi, si vous me mettez dans le gouvernement actuel, dans la situation économique actuelle, où il n'y a pas de route d'interconnexion entre provinces, il n'y a pas de route de desserte agricole, on n'a pas suffisamment d'électricité, le taux de desserte en électricité est de 9%, le taux de desserte en eau potable est de 20%. Dans cette situation, on ne peut pas faire de miracle pendant qu'il y a 2 millions de nouveaux demandeurs d'emploi qui entrent chaque année. Donc, ce qui suppose qu'en réalité, pour résoudre le taux de chômage, pour baisser le taux de chômage, on doit créer plus de 2 millions d'emplois chaque année. Non, il y a 2 millions de chômeurs qu'on déverse. Déverse chaque année. Ce qui veut dire que pour réduire... Si on créait même 500 000, je crois qu'on... Mais on ne va pas réduire. On va réduire le chômeur, mais on ne va pas réduire le taux de chômage. Je sais pas si vous comprenez. C'est ça la nuance. Ce qui veut dire, c'est un peu simple. C'est un peu comme vous êtes... prenons toujours l'exemple d'un tonneau qui a un trou. Lorsque vous versez de l'eau, c'est les emplois que vous créez chaque année. Mais l'eau que vous versez doit être beaucoup supérieure, au trou qui existe. Parce qu'à chaque fois que vous créez de l'emploi, il y a de nouveaux chômeurs qui entrent dans les marchés de l'emploi. Ce qui suppose que vous devez créer beaucoup plus
d'emplois que de chômeurs qui entrent chaque année. C'est une sorte d'un éternel retour à la case départ. Effectivement. Donc tout le gouvernement ne doit pas tromper. Mais sa stratégie de tromper la population, c'est par rapport à sa méthode d'évaluation qui considère que ces nouveaux demandeurs de l'emploi, quand on ne leur donne pas de l'emploi, eux-mêmes ils se créent des emplois. Mais ils ne nous disent pas comment est-ce que, dans quel secteur, ces gens-là se créent des emplois. C'est ça qui est criminel. Pourtant, ces chômeurs sont eux-mêmes aussi producteurs d'autres chômeurs, parce que plus ils vont chômer, plus ils vont procréer. Et c'est une évidence, et c'est ce qui se passe en République démocratique. L'oisiveté est le commencement de tous les maux, dit-on. C'est une évidence. Alors, merci d'être venu. Maître Steve Kivuata, avocat des professions, expert des questions économico-juridiques, avec qui nous avons essayé d'analyser, de piocher en profondeur le secteur de l'emploi en République démocratique du Congo. J'espère que cet échange vous a beaucoup servi et a éclairé votre religion, votre lanterne au sujet du secteur du travail et de l'emploi en République démocratique du Congo. Au prochain rendez-vous pour une nouvelle édition de votre magazine Économisme.